La bonne info, c'est à la bonne heure sur GTV. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de suivre l'actualité de ce mardi 17 juin 2025, dont voici les titres. Pas de revitalisation de la démocratie sans réinvention de l'économie, telle est la conviction d'experts africains et internationaux en conférence ce mardi à l'auditorium du musée des civilisations noires. Vous entendrez les explications de Felwine Sarr en début d'édition. À Joal-Fadiout, les femmes de la pêche artisanale montent au créneau. Elles demandent le recul des bateaux industriels jusqu'à 12 000 km, dénonçant la capture des juvéniles. Leur réaction dans cette édition. La journée nationale de l'acteur communautaire de santé est célébrée ce mardi 17 juin 2025. Une journée qui célèbre l'engagement et la résilience de ces acteurs qui œuvrent dans des conditions pénibles sans aucune rémunération. La réaction du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahim Assi, ce sera dans cette édition que nous allons développer juste après ceci. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs et bienvenue dans cette édition. La Fondation de l'innovation pour la démocratie, l'agence de l'université francophone, le campus AFD et plusieurs universités partenaires ont organisé ce mardi une conférence sur la démocratie de l'économie. L'objectif de cette conférence est positionné en amont des assises de la démocratie et de réinventer des modèles économiques au service d'une démocratie substantive en Afrique. Selon l'économiste Felwine Sarr, il est important de repenser le modèle économique en fonction des réalités africaines. La réaction du professeur Felwine Sarr au micro d'Amsatou Gano et de Vieux Ndiaye plutôt. C'est-à-dire qu'on est dans un modèle économique qui n'assure pas la prospérité du plus grand nombre et le bien-être du plus grand nombre, qui ne réduit pas les vulnérabilités, qui ne donne pas de l'emploi. Donc repenser c'est quoi le bien-être, d'une part. Repenser à partir d'où on part pour ce bien-être-là, quels sont nos besoins, quelles sont nos ressources et comment est-ce qu'on fait avec ça. C'est ça faire de l'économie. C'est articuler des besoins et des ressources dans une histoire, dans un territoire et dans un contexte. Et ça, on ne peut pas le faire en étant totalement extraverti, en ne regardant pas notre réalité et en n'étant pas les acteurs de la refonte et de la réarticulation de c'est quoi une bonne économie pour nos sociétés. En fait, on a des ressources qui sont valorisées par l'économie du monde, donc des ressources naturelles, des ressources minières, des hydrocarbures, même s'il faut sortir des hydrocarbures. Et on est dans un rapport asymétrique de négociation qui fait que lorsqu'on les exploite, on a la portion congrue, d'une part. On n'a pas l'essentiel des richesses de ces ressources-là. Et toutes les questions de l'usage de ces ressources, de leur redistribution au corps social, sont des questions fondamentales. Comment est-ce qu'on les démocratise, comment on démocratise la richesse. Donc ça, c'est une question. Donc fondamentalement, on ne peut pas se contenter de dire qu'on a des ressources. La question de la souveraineté sur ces ressources, à qui elles appartiennent au peuple. Il ne faut pas les brader. Et on pourrait envisager des dispositifs institutionnels qui limitent la capacité de nos élites gouvernantes à les vendre à vil prix. Ça, c'est d'abord un principe démocratique. Ces ressources appartiennent à la communauté présente et à venir. Donc, pourquoi est-ce qu'une législature donnée sur quelques années aurait le droit de les approprier, de les mettre en commerce sur un marché dans des conditions qui nous sont défavorables? Donc, on devrait mettre ici des mécanismes institutionnels qui limitent ces possibilités-là et des mécanismes qui garantissent que les fruits de ces ressources soient équitablement partagés dans tout le corps social. Ça aussi, c'est démocratiser l'usage des ressources. Le recul des bateaux industriels jusqu'à 12 000 miles, c'est ce que réclament les femmes de la pêche artisanale à Joal-Fadiout. Elles dénoncent la capture juvénile et la présence de ces navires dans les zones réservées aux pirogues. Le REFAPES, le réseau national, a organisé une rencontre pour sensibiliser sur la question. Écoutons à ce propos Alpha Aou, coordonnateur du CLPA, et Awadjigel, secrétaire général du REFAPES, au micro de nos correspondants Amour, Astoso et Ousmane Bitey. Le projet, c'est pour défendre les pêcheurs artisanaux. Donc les pêcheurs artisanaux, c'est les pêcheurs, c'est les femmes, en tout cas c'est tous ceux qui s'activent dans la pêche artisanale.
pour les défendre contre les pratiques destructrices de la pêche in, mais aussi la pêche INN. C'est pour sensibiliser sur les pratiques destructrices, donc la pêche aux juvéniles, la vente, la transformation. Donc, parce qu'on a vu que les femmes transformatrices aussi transforment les juvéniles. Les pêcheurs aussi amènent les juvéniles pour les vendre pour les unités de farine de poisson. Donc tout ça, vraiment, ça ne favorise pas la pêche durable. Nous vraiment profitons de l'occasion pour demander au président de la République, mais aussi à Madame le ministre Fatou Diouf, que les bateaux vraiment aillent vers les 12 000 ou au-delà. Ils sont en train de faire de l'incursion dans les 6 000 et ils viennent même vers les 4 000. Donc nous voulons qu'on les éloigne pour que vraiment la pêche artisanale puisse avoir beaucoup plus d'espace pour pêcher. La GIZ a également organisé ce mardi un atelier sur le développement et la mise en œuvre de projets de référence dans le domaine du solaire photovoltaïque, un programme qui vise à identifier les défis, opportunités et solutions pour favoriser l'adoption des énergies renouvelables par les entreprises commerciales et industrielles au Sénégal, un accompagnement qui vient à son heure selon Cheikh Omar El Foutiou Bah. Il est le directeur du service technique de la ville de Dakar et s'exprime au micro de Lamine Diédhiou. Oui, nous sommes très heureux de participer à cet atelier sur le développement et la mise en œuvre des projets de référence dans le domaine du solaire photovoltaïque, organisé par la GIZ, qui accompagne la ville de Dakar dans sa transition énergétique à travers une initiative de coopération sur le développement des projets solaires photovoltaïques, notamment sur les installations solaires sur les toits des bâtiments publics qui sont gérés soit directement ou indirectement par la ville de Dakar. Depuis quelques années, donc, comme vous le savez, la ville de Dakar s'est engagée dans une dynamique de transition énergétique et écologique fondée sur la réduction de son empreinte carbone. Et donc cette dynamique s'est traduite d'abord par l'élaboration d'un document de planification qu'on appelle le plan climat-énergie territorial, qui décline les objectifs n'est-ce pas, en termes de transition énergétique de la ville de Dakar. Et aujourd'hui, nous sommes accompagnés par la GIZ depuis pratiquement quelques années dans cette transition énergétique, avec comme objectif principal donc de réduire la facture énergétique de la ville de Dakar et par ricochet des émissions de gaz à effet de serre de la ville de Dakar. Donc cet accompagnement de la GIZ à travers cette initiative va permettre à la ville de Dakar de renforcer ses capacités techniques dans le domaine du solaire photovoltaïque notamment. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, ont marqué ces journées nationales de l'acteur communautaire de santé ce mardi. Pour sa première édition, cette journée célèbre l'engagement et la résilience de ces acteurs communautaires qui travaillent sans aucune rémunération. D'après la tutelle, la santé communautaire constitue un levier essentiel, donc les acteurs mériteraient une reconnaissance et un accompagnement. Les propos du ministre de la Santé et de l'Action sociale, Ibrahima Kane, recueillis par Ndella Ndiaye. La santé communautaire s'impose de facto comme un levier stratégique sur lequel la nouvelle politique de santé s'appuiera pour accélérer la mise en œuvre de la couverture sanitaire universelle. Mesdames, Messieurs, la santé communautaire, pilier fondamental de notre politique de santé, constitue un levier essentiel pour le renforcement de notre système de santé et l'atteinte de la couverture sanitaire universelle. Elle repose sur un dispositif de proximité impliquant une collaboration étroite avec les collectivités territoriales et s'articule autour d'activités préventives, curatives et promotionnelles avec l'implication active des populations.
Dans cette perspective, l'ancrage de la santé communautaire dans notre système de soins a été consolidé par l'élaboration en 2013 d'un document de politique nationale de santé communautaire dont la mise en œuvre a été assurée à travers le plan stratégique national de santé communautaire. Ainsi, l'organisation de cette journée vise à contribuer au renforcement de la valorisation des acteurs communautaires de santé qui ont cru en cette approche et se sont mobilisés depuis toujours pour accompagner les soins de santé primaires. Cette rencontre regroupant tous les segments de la société se tient dans le contexte de la relance des soins de santé primaires et des nouvelles orientations de l'Organisation ouest-africaine de la santé en matière de santé communautaire. Plusieurs parlementaires, membres de la Commission des finances et du contrôle budgétaire de l'Assemblée nationale ont pris part ce lundi à un atelier d'information sur les missions de la haute autorité du WACF. Le directeur général Ahmed Lamine Hatch a promis d'identifier les contraintes auxquelles font face cette institution pour une meilleure efficacité dans sa mission. Il s'est exprimé au micro de Mansour Diassé. Toutes nos excuses donc pour cet élément. Nous allons y revenir probablement dans nos prochaines éditions. Et puis l'actualité internationale en bref. Au Mali, la justice a ordonné ce 16 juin que la mine d'or de Loulo-Gounkoto soit mise sous administration provisoire pendant 6 mois. Le gisement fait depuis 2 ans l'objet d'un bras de fer entre la junte malienne et le groupe minier canadien Barrick Gold. Les autorités de Bamako espèrent reprendre les opérations de production stoppées en janvier sur ce site aurifère stratégique alors que les cours de l'or sont au plus haut. Israël a affirmé ce mardi avoir visé des sites militaires en Iran et tué un haut gradé lors des nouvelles frappes aériennes auxquelles Téhéran a riposté par des tirs de missiles au 5e jour de confrontation. Les gardiens de la révolution disent avoir frappé un centre du Mossad. Donald Trump a quitté le G7 prématurément à cause de ce qui se passe au Moyen-Orient. Il a déclaré à des journalistes dans l'avion présidentiel souhaiter une fin réelle au conflit entre l'Iran et Israël par un simple cessez-le-feu avant une réunion consacrée à ce sujet à la Maison-Blanche. Et puis nous continuons de parler de cette guerre, la guerre donc entre Israël et Iran qui risque d'avoir des répercussions économiques sur nos États africains. C'est en tout cas l'avis de Cheikh Dafé, économiste, enseignant-chercheur qui soutient que l'Iran est le 8e producteur mondial de pétrole et à la longue, le conflit aura des impacts sur le prix du baril du pétrole et des tensions sur le marché financier pouvant entraîner du coup une inflammation sur les denrées alimentaires. Docteur Cheikh Dafé s'est confié au téléphone de Mariem Salifia. Aujourd'hui, le monde est surpris et ça crée des inquiétudes et ça peut avoir des répercussions éminemment économiques qu'il faut revoir. Déjà, si on regarde les deux puissances, c'est qui l'Iran? L'Iran, c'est le 8e producteur mondial de pétrole. Ça, c'est un premier fait. Le deuxième fait, 20% de la production mondiale en termes de produits du pétrole brut passe par cette zone-là. Les gens qui produisent 3 millions, à peu près 3 millions et quelques poussières de barils de pétrole brut par jour. Cette guerre-là va entrer une crise énergétique, ça c'est indéniable. Maintenant, ça va durer à moyen et long terme. Peut-être que les développements plus tard vont nous donner une clairvoyance par rapport à cela. La situation crée une situation problématique pour 2 raisons. Déjà, sur le plan du commerce mondial, ça va créer la baisse de l'offre, surtout pour les pays importateurs. La baisse de l'offre au niveau mondial, 20% de la production, c'est presque un quart de la production mondiale. Mais peut-être nous autres, en tant qu'Africains, on est trop dépendants de ce produit qui est un produit générique. Déjà pour les entreprises, pour les pays
le Sénégal, qui devient un choc pour le cas particulier du Sénégal, pour les pays africains qui sont importateurs nets de produits et d'hydrocarbures, particulièrement le pétrole. Le Sénégal, est-ce qu'avec notre pétrole qui est sur place, est-ce qu'on a les moyens, les capacités à faire face, à résister ce choc-là? Ce que nous produisons à un mois, il le produit en une journée. Ce qui veut dire qu'Iran, c'est une puissance énergétique très forte. Maintenant, ces conséquences réelles, le prix du baril aura des tensions également sur les marchés financiers. Vous avez vu, les marchés commencent cette friction-là à bouger. Le prix du baril va augmenter, ce qui veut dire que le coût de l'énergie va, et ça va avoir un effet d'entraînement dans l'économie mondiale. Et nous autres Africains également, ça va créer, d'autant plus que nous importerons beaucoup. Les entreprises vont souffrir, les consommateurs vont souffrir dans la mesure où le prix à la pompe va augmenter, et ça va créer un effet domino sur l'économie. Les entreprises, les intrants agricoles, l'industrie, le transport, la distribution et l'alimentaire, ce qui veut dire donc ça va créer une situation inflation. Et puis sport à Mbour, la deuxième édition de la Coupe locale a tenu toutes ses promesses avec une finale palpitante opposant l'ASC Sali Darussalam Extension à Espoir Diamaguène de Ngaparou, un événement sportif marqué par la présence du parrain de cette édition, Idrissa Mbeng, directeur général de l'Institut supérieur de management de Mbour. Profitant de cette tribune, M. Mbeng a lancé un appel fort à la jeunesse. Il les invite à s'impliquer davantage dans les initiatives de développement de leur localité au-delà du sport, suivant les propos de Idrissa Mbeng. Il est le directeur de ISM Mbour et il s'est exprimé au micro d'Astousso et d'Ousmane Bitey. Mais c'est une manifestation de joie parce que tout simplement ça fait plus de 22 matchs qu'on a joué et aujourd'hui Sali Extension, Darou Extension a pu remporter la victoire. C'est une consécration pour eux parce qu'ils ont été sérieux pendant toute la compétition et aujourd'hui on reconnaît que le meilleur a gagné. Alors l'innovation, c'est qu'on n'a pas été seulement à Sali. On a invité des équipes de Sandiara, de Ngaparou, qui sont sorties de la commune de Sali. On a essayé d'inviter d'autres équipes partenaires et vraiment ça a été l'innovation de cette année. Et j'espère que chacun verra en tout cas une réussite totale de ce qu'on est en train de faire pour une amélioration. Les jeunes n'ont pas seulement à s'occuper de tout ce qui est mauvais, mais je pense que tout ce qui est bon aussi, c'est l'apanage des jeunes. Et il faut que nous, aînés, qu'on les aide à réussir cette action-là. Et j'espère que tout un chacun y mettra du sien pour arriver à ce résultat. Que c'est aujourd'hui le moment ou jamais de bâtir ce pays-là et qu'il n'est pas question qu'on les voit ou bien qu'on les entend dans des choses qui ne sont pas bonnes. Donc j'invite encore une fois mes petits frères, parce que nous sommes de la même génération à peu près, d'être plus sereins et de comprendre que la chose commune qu'on a, c'est le Sénégal. C'est cet élément depuis Mbour qui met d'ailleurs un terme à cette édition du mardi. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme en compagnie de GTV. Bonsoir.